Depuis quand vous avez vu que l'on quitte le paradis pour aller en enfer? Non, de vous à moi. Depuis quand vous avez vu que l'on quitte le paradis pour aller en enfer? L'on laisse le bonheur pour le malheur. Je crois que ce n'est pas possible. Mais c'est en Côte d'Ivoire qu'on peut voir que les militants de M. Ouattara quittaient le bonheur pour rejoindre, n'est-ce pas, les malheurs. On nous parle de croissance à 2 chiffres. On nous dit qu'en Côte d'Ivoire, il coule le miel et le lait. On nous dit en Côte d'Ivoire, c'est devenu un pays paradisiaque. On fait des découvertes des gisements baleines. Mais aujourd'hui, là, en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens tirent le diable par la queue. Les militants de M. Ouattara fuient la Côte d'Ivoire. Dernièrement, le ministère français des Affaires de l'Intérieur, pardon, a dévoilé les chiffres de 2025. Les Ivoiriens sont les premiers en France actuellement, là, en Afrique subsaharienne. Devant le Sénégal et tous les autres pays, le Mali et autres, les Ivoiriens sont les premiers. Les Ivoiriens fuient la Côte d'Ivoire en masse. Quand vous venez en Europe, là, le visage de la France a changé. Pourquoi la jeunesse ivoirienne fuit les pays? Frères et sœurs, là où je vous parle là, c'est devenu compliqué. L'Union européenne vient de prendre une décision drastique. Cette fois-ci là, vous avez vu ce que Donald Trump a fait aux États-Unis avec ce qu'on appelle ICE, où il rentre dans les maisons pour récupérer les gens là. C'est ce que l'Union européenne a voté en Europe. Il faut partager cette vidéo pour que ça arrive. Il faut dire aux frères ivoiriens qui fuient le pays là que le bonheur n'est pas en Europe. Le bonheur n'est plus en Europe. Le bonheur se trouve dans notre continent africain. Quand nous avons des présidents qui ont fait pratiquement près de 100 ans au pouvoir, au Congo-Brazzaville, au Cameroun, quand vous avez en Guinée équatoriale, quand vous avez des présidents qui confisquent le pouvoir, quand vous avez des présidents qui hypothèquent l'avenir de la jeunesse, en Côte d'Ivoire, au Bénin et dans d'autres pays, j'en passe. Quand vous avez ces présidents-là, mais il y a un problème. Quand la démocratie est mise à mal, quand la jeunesse n'a plus de porte de sortie, quand la jeunesse aujourd'hui, ça donne à la loisibilité, quand la jeunesse, ça donne à la facilité, quand l'école n'est plus une garantie de l'ascension sociale, quand le parcours scolaire débouche à quoi? À tenir des cabines téléphoniques, on doit se poser les vraies et les justes questions. Écoutez ici un avocat qui va vous parler. Partagez cette vidéo, parce qu'il faut dire aux jeunes Ivoiriens, les militants de M. Ouattara, qui fuient la Côte d'Ivoire pour venir en Europe, que ce n'est même plus la peine de venir. Parce que maintenant, ils vont rentrer dans les maisons pour les prendre, dans les métros, dans les bus. Maintenant, là, tu n'as pas plus de garantie pour rester en France. C'est devenu en Europe. C'est devenu compliqué et il vient encore de durcir. Au niveau du Parlement européen, ils vont te prendre, ils vont te mettre dans le centre de rétention. Ce n'est plus en France, hein. Ce n'est plus en Italie ou en Espagne. Ils vont t'envoyer dans un pays, soit au Pérou, soit en Uruguay, soit au Guatemala. Ils vont t'envoyer peut-être au Botswana ou bien au Rwanda, dans un centre de rétention pour aller d'abord étudier ton dossier. 2 ans, tu seras enfermé. Et après 2 ans, on te prend, on t'envoie dans ton pays. Et là-bas, même tu n'es pas encore en prison. Les gars, est-ce que ça vaut la peine? Vous ne pouvez pas fuir la Côte d'Ivoire comme ça alors que le bonheur est là-bas. Quand vous dites que M. Ouattara a échoué, vous pensez que c'est faux. Écoutez cette vidéo-là, vous allez me dire. Écoutez la vidéo. Vous avez vu la police migratoire ICE aux États-Unis. Malheureusement, le Parlement européen va essayer de faire pareil. Bonjour, je suis maître Jonas Cerisier, avocat au barreau de Paris. Vous le savez, chez Exil et Avocat, on fait du droit du travail, du droit pénal et du droit des étrangers. Hier a été voté au Parlement européen des mesures très dures envers les personnes sans papier. Et là, ça va compliquer les choses. Déjà, plusieurs mesures. Ils ont prévu que des centres de rétention soient à l'extérieur de l'Union européenne. Donc c'est-à-dire que si vous n'avez pas de papier, on vous enverrait dans un pays que vous ne connaissez pas, dans lequel vous n'avez jamais été, pour ensuite potentiellement pouvoir vous éloigner vers le territoire d'où vous venez. Donc c'est une situation totalement incroyable où on va envoyer des personnes sans papier dans des pays qui ne le connaissent pas, sans repère. Deuxième mesure, le texte prévoit que les éloignements seront plus souvent forcés que volontaires. C'est-à-dire que vous avez vu les images de ICE aux États-Unis où les étrangers se font arrêter dans la rue pour se faire éloigner du territoire, placés en détention et ensuite mis dans l'avion. Eh bien, c'est une réalité qui peut voir le jour en Europe, malheureusement à cause du texte qui a été voté ce lundi. Donc, c'est un durcissement total, contraire aux droits fondamentaux, qui est en train d'être mis en place au niveau européen pour éloigner des personnes de territoire. Et on le répétera jamais assez. Les personnes qui reçoivent des OQTF ne sont pas des personnes dangereuses. La plupart du temps, ce sont
purement des décisions administratives qui découlent d'un manque de papier, d'un manque de temps, d'une erreur parfois informatique. Car la dématérialisation des procédures de demande de titre de séjour ont rendu ces demandes encore plus compliquées parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas accès, qui ne comprennent pas comment faire et donc qui découlent sur des décisions d'OQTF. Frères et sœurs, le message est très clair. Je pense que maintenant, là, on doit comprendre que nous avons un continent qui est riche. Un continent qui est immensément riche, qui est densément riche, qui est sauvagement riche, l'Afrique. On ne peut pas devenir des clochards, on ne peut pas souffrir dans les pays des autres à cause des papiers. Je pense qu'il est temps de nous poser les vraies questions. Il faut poser la question à M. Alassane Draman Ouattara. Pourquoi d'ailleurs, je vais prendre un exemple simple. Pourquoi M. Ouattara d'ailleurs, il laisse les hôpitaux de Côte d'Ivoire, il vient se faire soigner en Europe. C'est parce que nos hôpitaux là, le plateau technique n'est pas à la hauteur. On dit en Côte d'Ivoire, fais ce que je te dis, mais ne fais pas ce que je fais. Est-ce que M. Ouattara donne comme conseil? Il laisse les hôpitaux de la Côte d'Ivoire, il vient en Europe pour se faire soigner. Ses partisans également, ils sont obligés de mettre leur vie en danger pour venir en Europe, pour venir chercher le bonheur qui n'existe pas. Quand ils viennent en Europe, ils sont dans une situation vraiment chaotique, lamentable, catastrophique. Au niveau des papiers, ils ne s'en sortent pas. Au niveau social, ils ne s'en sortent pas. Ils deviennent des clochards en Europe. Écoutez cette vidéo-là. Le risque que les Ivoiriens prennent, les partisans de M. Ouattara pour venir en Europe, des milliers sont morts dans la Méditerranée. Des milliers ont été vendus en Libye comme des esclaves. D'autres sont morts dans le désert. Regardez cette photo-là. La semaine du mois du 2 mars. Du 2 mars 2026. Mais on a vu en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que le ministère des Affaires étrangères a fait rentrer des Ivoiriens, de nombreux Ivoiriens qui étaient en Algérie. Regardez les photos qui passent devant vous. Regardez les photos. C'est la triste réalité qu'elle a en Côte d'Ivoire. L'heure est grave. Écoutez cette vidéo, vous allez comprendre combien de fois le mal est profond en Côte d'Ivoire. On écoute ensemble. Même s'ils sont conscients de la dangerosité du voyage, leur détermination prend cependant le pas sur la raison. Les candidats au voyage ne se laissent pas décourager par ceux qui l'ont tenté avant eux et qui sont revenus effrayés par la certitude de la mort. Dans 2 jours, là, je suis prêt à partir même sur l'eau. Il n'y a pas léant, mais avec ça, on sait qu'on peut arriver en Europe. En Europe, là-bas, c'est un peu, on va s'avancer. C'est pas moi, il n'a pas encore l'argent. Je vais partir avec tout mon village même. De Daloa à Paris ou en Italie, le chemin est long. Le nombre d'intervenants aussi. Des intervenants pour qui le business est rentable. Cela au grand désarroi de familles entières qui s'endettent la plupart du temps pour supporter les frais de voyage du fils, du frère, de la sœur ou de l'époux. J'ai pris 500 000 francs de ma maman pour voyager en Libye avec ça. C'est avec le soutien des parents. Il y a certains parents même qui vont jusqu'à enlever les enfants à l'école et puis bon, ils financent et ils font partir les enfants sur. Vous voyez comment c'est triste. Les Ivoiriens, les parents même, ils vendent tout. Ils retirent les enfants de l'école pour prendre le risque pour venir en Europe. Les jeunes même, il y a un jeune qui dit que lui, s'il peut envoyer toute sa famille d'aller le faire, l'heure est grave, c'est lamentable. Mais moi, mon travail, c'est de sensibiliser pour éviter que les jeunes Ivoiriens, les jeunes Africains meurent dans la Méditerranée. Pourquoi j'ai fait une fixation sur la Côte d'Ivoire? Parce que les derniers chiffres du ministère de l'Intérieur français, ces chiffres-là sont alarmistes. Les jeunes Ivoiriens fuient par milliers la Côte d'Ivoire. Quand vous venez ici à Paris, en province partout, vous voyez que la Côte d'Ivoire s'est vide de son essence, de sa jeunesse, de son avenir. Il faut arrêter l'hémorragie. Ici, à travers cette vidéo, c'est l'illustration parfaite de l'échec de M. Alassane Draman Ouattara. Et de mal en pire, les jeunes Ivoiriens vont souffrir en Europe. Merci. Bazoum ne reviendra plus jamais au pouvoir. Bazoum, c'est le passé. Bazoum est confiné dans le panthéon du passé, comme le président le plus médiocre du Niger. Bazoum est aujourd'hui vivant. Bazoum se porte bien. Il ne faut pas insulter le peuple nigérien. Il ne faut pas insulter le peuple africain. À cause du pouvoir déchu de Bazoum, qu'est-ce qui s'est passé? Plusieurs Nigériens ont perdu la vie. Un embargo inhumain a été mis sur le Niger.
fermeture des frontières aériennes, fermeture des frontières terrestres, blocus total sur le Niger, fermeture des comptes, blocage des comptes de l'État du Niger, les médicaments bloqués, des enfants ont perdu la vie dans les hôpitaux, des personnes âgées, des jeunes, des femmes enceintes ont perdu la vie dans les hôpitaux. L'électricité était devenue une denrée rare parce que Bazoum devait revenir au pouvoir. Frères et sœurs, Bazoum n'est pas le Niger et le Niger n'est pas Bazoum. Le Niger a aujourd'hui des millions d'habitants et un seul individu ne peut hypothéquer l'avenir, le présent et le devenir du peuple nigérien. La CEDEAO parle de quoi? La communauté dite internationale parle de quoi? De Bazoum. Bazoum sera libéré sans problème au moment venu. Mais pour l'instant, il reste sous la coupole de la justice nigérienne. Et elle seule qui est souveraine va décider du sort de Mohamed Bazoum. D'ailleurs, j'ai fait une digression. Que dit la communauté dite internationale sur le cas qui prévaut en Guinée-Conakry, avec l'enlèvement de Biloba, avec l'enlèvement de Fonike Mengue, avec les enlèvements en Guinée-Conakry? Personne n'en parle. Que dit la communauté dite internationale sur les droits de l'homme qui sont piétinés en Côte d'Ivoire par le régime satrapique de Alassane Dramane Ouattara, despotique de M. Ouattara, assassinat, massacre de masse des populations qui dénoncent son 3e et son 4e mandat? Que dit la communauté internationale sur la situation ubiesque et abjecte qui existe au niveau du Bénin? Frères et sœurs, la CEDEAO et ses proxys ne peuvent pas nous distraire. Parce que, écoutez ici, ce que la CEDEAO a fait sur le Niger. On écoute ensemble. C'est parti. Premièrement, la fermeture des frontières terrestres et aériennes entre le Niger et les pays de l'UEMOA. Deuxièmement, l'interdiction du survol de l'espace de l'UEMOA à tout aéronef à destination ou en provenance du Niger. Troisièmement, la suspension de toutes les transactions commerciales et financières entre les pays de l'UEMOA et le Niger, y compris celles portant sur les produits pétroliers, l'électricité, les biens et services. Quatrième mesure, la suspension de toutes les transactions financières entre les pays de l'UEMOA et le Niger. Cinquièmement, le gel des avoirs financiers et monétaires de l'État du Niger à la BCEAO et dans les banques commerciales des pays de l'UEMOA. Sixième mesure, le gel des avoirs financiers et monétaires des entreprises publiques et parapubliques du Niger à la BCEAO et dans les banques commerciales des pays de l'UEMOA. Septièmement, la suspension des opérations financières entre les banques du Niger et les banques installées dans les autres pays de l'UEMOA. Huitième mesure, la suspension de toute assistance et transactions financières en faveur du Niger par les institutions de financement de l'UEMOA, particulièrement la BOAD. Neuvième mesure, l'interdiction de voyage pour les auteurs de cette tentative de coup d'État, le gel de leurs avoirs financiers et la confiscation de leur patrimoine. Dixième mesure, l'interdiction de voyager, le gel des avoirs ainsi que la confiscation des biens s'applique à toutes les personnes civiles ou militaires qui participeraient à des institutions, organes ou gouvernements et qui tenteraient de constituer les militaires impliqués dans ce coup de force. Elle s'appliquerait également aux familles des personnes concernées qui seraient en outre interdites de séjour dans les pays de l'espace UEMOA. Par ailleurs, les chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA réaffirment que le seul et unique chef d'État du Niger est le président Mohamed Bazoum. Vous avez écouté la litanie, pour ne pas dire la foi-toi, contre le Niger. Ils ont fermé les frontières. Plus de 10 sanctions inhumaines, contre le peuple du Niger.
Et ils disent à la fin que le président du Niger reconnu s'appelle Mohamed Bazoum. Ils n'ont pas encore oublié, ils n'ont pas encore abandonné leur projet d'intervention au Niger. Mais il faut leur dire que ça ne passera pas. Bazoum, c'est le passé et Bazoum ne reviendra plus jamais au pouvoir. Le Niger n'est pas Bazoum et Bazoum n'est pas le Niger. J'ai encore dit. Frères et sœurs, voici les sanctions que la CEDEAO a prises contre le peuple du Niger. Parce que les dirigeants du Niger ne sont pas touchés. Et d'ailleurs, dans tous les pays où il y a eu des renversements de régime, on ne peut pas dire des rectifications, mais les tenants du pouvoir n'ont jamais été touchés. C'est le peuple qui a été touché. Des enfants nigériens ont perdu la vie. Des enfants, même des ONG qui travaillaient pour le Niger, pour le peuple nigérien. Ces ONG ont dénoncé, voici ici l'article qui passe devant moi, des ONG qui n'ont pas compris que les sanctions qui ont frappé le Niger, il n'y a pas eu d'exemption. Voici un exemple. La non-adoption des exemptions humanitaires de la CEDEAO aux sanctions contre le Niger met en danger la vie de millions de Nigériennes, de Nigériens et Nigériennes. Vous allez voir l'article sous ma vidéo. Mais que ce soit l'ONG Oxford et des dizaines d'ONG ont signé une tribune pour demander à la CEDEAO que même au niveau humanitaire, il faut penser au peuple nigérien. Mais non, ils n'ont pas pensé au peuple nigérien. Ils ont pensé uniquement à un individu appelé Bazoum, comme si Bazoum était mieux que les millions de Nigériens. Et on a mis la vie des Nigériens en danger. Des Nigériens ont perdu la vie, d'autres ont perdu leurs emplois, d'autres ont perdu tout parce que Bazoum devait revenir au pouvoir. Mais attendez, qu'est-ce que Bazoum apporte aux Nigériens? Mais Bazoum, le peuple nigérien, n'est pas circoncis à l'avenir politique de Bazoum. Sans Bazoum, le Niger vit. Avec Bazoum, le Niger vit. La présence de Bazoum est égale à son absence dans la vie de la nation nigérienne. On ne peut pas mettre en parenthèse, entre quarantaine, la vie d'une nation parce qu'il y a un individu qui a été déposé. Avant Bazoum, il y a eu des présidents au Niger et après Bazoum, il y aura des présidents au Niger. La preuve en est, il y a un président au Niger et le Niger vit. Mais ce n'est pas terminé. Vous allez voir la cruauté de la communauté dite internationale contre le peuple du Niger. Ils l'ont expérimenté au niveau du Mali. Et vous avez vu que la justice de l'UEMOA a donné raison au Mali lorsqu'ils ont mis des embargos inhumains contre le Mali. Blocus total contre le Mali. Ils voulaient affamer le peuple malien. Ils ont fait la même chose avec le Niger. Et aujourd'hui, ils s'arrogent le droit de venir nous donner des leçons. Nous n'accepterons pas. On écoute ici ensemble cette vidéo, s'il vous plaît. Merci. La CEDEAO a imposé un certain nombre de sanctions qui touchent évidemment le secteur de la santé. Nous, en tant qu'organisation de la société civile, nous essayons de développer une résilience face effectivement à cette situation. Par exemple, je prends le cas de la disponibilité de fonds pour nous permettre de dérouler nos activités. Comme nous le savons, avec la restriction au niveau des banques, nous n'avons pas accès à des ressources suffisamment importantes pour nous permettre de dérouler certaines activités. Pour s'adapter à la situation et limiter les effets négatifs de cette suspension, il a été procédé à une priorisation des interventions. Frères et sœurs, vous voyez, même les médicaments pour les bébés, les médicaments étaient bloqués. Alors que les bébés, les jeunes, c'est l'avenir du Niger. Et ils ont oublié ça. Et ils veulent aujourd'hui nous donner des leçons. À cause de Bazoum, les enfants nigériens ont perdu la vie. À cause de Bazoum, les jeunes filles nigériennes ont perdu la vie. À cause de Bazoum, les hôpitaux nigériens étaient mis sous perfusion. Oui, et aujourd'hui, on ose nous donner des leçons, ça ne passera pas. Avec ou sans Bazoum, le Niger vit. Le Bazoum, c'est le passé, et Bazoum n'est pas le Niger, et le Niger n'est pas Bazoum. Je vous remercie. Ils ont promis la rupture. Ils ont promis le changement. Ils ont embrassé le panafricanisme ensemble. Ils ont même parlé du franc CFA. Oui, sorti du franc CFA. Les bases militaires étrangères au Sénégal. Ils ont décidé d'être des panafricains dans l'âme, dans l'esprit et dans le corps. Ils ont promis à la jeunesse sénégalaise, à la jeunesse africaine, ils, le PASTEF, et ses dirigeants, le leader incontesté et incontestable du PASTEF, Ousmane Sonko,
la figure emblématique, connue et reconnue à travers le monde. Celui que nous connaissons, c'est lui que nous avons connu en premier. Ousmane Sonko, fer de lance du changement. Celui-là même qui était à la pointe, qui était à la tête de la contestation du régime brutal barbare de Macky Sall. Beaucoup de jeunes Sénégalais ont perdu la vie, fauchés par les balles assassines des nervis, des bras séculiers du régime Macky Sall. Ousmane Sonko a subi toutes les pressions, persécutions, humiliations, intimidations, jusqu'à emprisonnement. Sonko est connu au Sénégal, certes, mais il est connu en Afrique et au-delà, en diaspora. Nous avons connu Ousmane Sonko, avons épousé son combat. Nous ne connaissions pas Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Nous l'avons connu quand le président Ousmane Sonko a décidé d'annoncer aux Sénégalais qu'il ne pouvait pas être candidat à cause de l'injustice qui s'abattait sur lui. Et il a jeté son dévolu sur Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Aujourd'hui, l'ingratitude est passée par là. Oui, je le dis avec gravité. Le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye est en train de changer, pour ne pas dire il a changé de cap. Il n'est pas dans la dynamique du PASTEF. Nous avons assisté à une litanie des attaques directes contre Ousmane Sonko. Ce n'est pas une politique intérieure, domestique au Sénégal. Non, nous sommes désolés. La jeunesse africaine avions dénoncé hier ce qui s'abattait contre Ousmane Sonko et contre le PASTEF. Nous avions décrié les emprisonnements. Nous avons décrié les assassinats, même des gendarmes. Nous avons décrié les persécutions judiciaires contre le cadre du PASTEF. Alors nous allons en parler. L'ingratitude est passée par là. Que l'eût cru que un mois de mars 2026, le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, élu avec le soutien de la machine PASTEF, allait se retourner contre PASTEF et allait créer une coalition Diomaye président. Le président Diomaye Faye a trahi. Il a trahi d'abord les Sénégalais, les Sénégalais qui ont voté pour lui, à travers le soutien apporté par le président Ousmane Sonko. Il a trahi également nous, la jeunesse africaine, panafricaine, qui avions cru en lui également, à travers l'appel lancé par Ousmane Sonko. Mais ce n'est pas seulement au Sénégal que ce genre de situation se passe. N'oubliez pas, en Angola, Eduardo dos Santos, l'ancien président, paix à son âme, il a jeté son dévolu sur João Lourenço, qui est actuellement président de l'Angola. Mais c'est ce même président actuel de l'Angola qui s'est retourné contre la famille de l'ancien président dos Santos. De son vivant, il a eu très très mal de cette situation que son prédécesseur puisse s'en prendre à sa famille. Mais ce n'est pas terminé. Nous allons partir en Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara est venu au pouvoir par le soutien d'une coalition. Cette coalition créée en 2005 à Paris avec le PDCI-RDA, le MFA, UDPCI et le RDR. Mais la machine PDCI-RDA a soutenu au deuxième tour M. Ouattara en 2010. Sans oublier le soutien indéfectible du Premier ministre Guillaume Soro, qui ont été les deux acteurs clés qui ont apporté leur soutien à M. Ouattara. M. Guillaume Soro est allé jusqu'à donner même sa vie, sa jeunesse à M. Ouattara pour son combat. Parce que M. Ouattara ne pouvait même pas être candidat à une mairie de Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, M. Guillaume Soro est condamné à 20 ans et à perpétuité. L'ingratitude est passée par là. Idem pour le PDCI-RDA. M. Ouattara n'a pas respecté ses engagements. Il a promis l'alternance au PDCI-RDA, il ne l'a pas fait. Et le PDCI est sorti désabusé de cette alliance de dupes. Mais ce n'est pas également terminé. Nous allons partir également en Gambie, tout près du Sénégal, avec le président Adama Barrow, qui a été soutenu par une coalition. Mais cette coalition a été dynamitée par Adama Barrow, qui aujourd'hui a créé une nouvelle coalition en Gambie, comme l'a si bien fait le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Frères et sœurs, je vais encore vous dire que ce n'est pas terminé. Nous allons partir en Mauritanie avec l'ancien président
Mohamed Abdelaziz, qui a été condamné aujourd'hui à 15 ans de prison. Par qui? Par le pouvoir de son bras droit. Celui sur qui il a jeté son dévolu, c'est lui qui a fait condamner son bras droit, qui a fait condamner celui-là même qu'il a choisi comme étant son successeur. Actuellement, il est en train de croupir en prison. Ce n'est pas terminé, frères et sœurs. Rappelez-vous de Thomas Sankara. Il a été assassiné par ses bras droits, ses propres amis. À leur tête, un certain Blaise Compaoré. Aujourd'hui, le monde entier le sait. La révolution au Burkina Faso a été stoppée net parce que l'ami, le bras droit, a donné le coup de poignard. C'est la même chose qui se passe aujourd'hui au Sénégal. Le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye a donné le coup de poignard de l'ingratitude au président Ousmane Sonko. Nous allons être très clairs. Nous avons soutenu le PASTEF. Nous avons soutenu le président Sonko pour la rupture, contre l'injustice et également pour le panafricanisme. Le chemin que prend aujourd'hui le président Diomaye Faye n'est pas le chemin que nous avons épousé. Alors, nous retirons aujourd'hui notre confiance au président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Parce que M. Diomaye Faye, déjà les pas qu'il a posés en allant en allant marcher avec M. Ouattara en Côte d'Ivoire, en allant même jusqu'à dire que M. Ouattara est un démocrate, M. Ouattara est un exemple, en l'encensant devant le monde entier, ça a été un coup de poignard. Lui-même qui a combattu le 3e mandat de Macky Sall au Sénégal, il va applaudir, adouber un 4e mandat en Côte d'Ivoire. C'est là que nous avons compris que Bassirou Diomaye Faye a dénoncé le système. Il est devenu aujourd'hui le promoteur, pour ne pas dire l'ambassadeur. Il est devenu un composant, un sous-traitant du système. Soutien total au président Ousmane Sonko, président du PASTEF, car c'est lui qui est le leader incontesté. Merci. Les partis politiques sont dissous. Oui, le parti au pouvoir, l'ex-parti au pouvoir a été dissous et le parti d'opposition populaire, le plus populaire, dissous. Tous les autres partis, pas les moindres, pratiquement 40 à 50 partis politiques ont été dissous, purement et simplement, sans autre forme de procès. Nous sommes dans la CEDEAO, c'est important, la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest. Mais personne n'en parle, silence radio. Mais imaginez-vous un peu, un temps petit, c'était dans l'AES. Oh là là, on n'allait pas respirer. Nous sommes ici en Guinée-Conakry. Oui, en Guinée. Chez le président Mamadi Doumbia. Oui, Mamadi Doumbia, un pays de la CEDEAO. Le parti de l'ancien président Alpha Condé dissous. Le parti de l'ancien premier ministre dissous. Le parti de Selou Dalein Diallo dissous. En tout cas, frères et sœurs, tous les partis politiques aussi, en Guinée, majoritaire, les partis politiques ont été dissous. Et ceux qui sont aujourd'hui autorisés sont les partis qui flirtent avec le régime militaire du général Mamadi Doumbia. Nous sommes dans la CEDEAO. J'imagine un petit peu, encore une fois de plus, pour ne pas faire du pléonasme, si c'était dans l'AES. Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, chers collègues, nous voterons demain pour une résolution d'urgence qui me tient particulièrement à cœur, la demande de libération du président nigérien Mohamed Bazoum, que je présente pour la 4e fois. Depuis le coup d'État du 26 juillet 2023, Mohamed Bazoum est détenu avec son épouse par la junte militaire qui a pris le pouvoir, privé de téléphone et totalement coupé du monde extérieur. 950 jours se sont écoulés depuis ce coup, 950 jours de détention injustifiée. Il convient de rappeler que le président Bazoum, démocratiquement élu, a été le principal partenaire des forces européennes au Sahel, contribuant à la lutte contre le terrorisme islamiste, contre le trafic d'armes, contre le trafic d'êtres humains et à la stabilité régionale. Nous ne pouvons rester plus longtemps silencieux alors qu'un allié clé de l'Europe est emprisonné. Quel exemple de loyauté l'Union européenne donnerait-elle à ses partenaires? Sa libération est urgente pour 2 raisons majeures. Son mandat prendra fin le 2 avril 2026. Ne pas obtenir sa libération avant cette date constituerait un échec grave. Un signal clair doit être envoyé à nos partenaires et à leurs opposants. L'Europe est un allié assumant ses engagements envers ceux qui ont coopéré avec elle pour plus de sécurité et plus de liberté.
Cette résolution rappelle le caractère inacceptable de la détention d'un dirigeant démocratiquement élu, partageant nos valeurs, renversé puis emprisonné par une junte militaire toujours au pouvoir aujourd'hui. Elle appelle à la libération immédiate de Mohamed Bazoum et de son épouse, au rétablissement de l'ordre constitutionnel et à l'organisation de nouvelles élections démocratiques. Depuis le coup d'État, le Niger s'enfonce dans une spirale de violence et d'insécurité. La junte militaire laisse son territoire en proie à des groupes djihadistes responsables de nombreuses attaques meurtrières, notamment contre des minorités religieuses. Nous ne pouvons nous y résigner. Je compte sur votre soutien pour cette résolution qui porte bien son nom, une résolution d'urgence. Merci. Merci beaucoup, cher collègue. Muriel Laurent. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, chers collègues. Le coup d'État et l'arrestation du président Bazoum ont marqué un basculement dans l'histoire du Niger. La population nigérienne, l'une des plus pauvres du monde, fait face aujourd'hui à une insécurité croissante. Des millions de personnes sont déplacées et dépendent de l'aide humanitaire pour survivre. Dans ce contexte, la décision de la junte de dissoudre massivement les ONG et d'expulser les organisations internationales a des conséquences dramatiques. Soyons clairs, la junte ne pourra pas remplacer ces acteurs humanitaires. Il est urgent de leur permettre de reprendre leur mission vitale. Mais l'urgence est aussi politique. Sans un retour immédiat à l'état de droit, il n'y aura ni paix ni développement. La société civile doit pouvoir agir librement pour préparer une transition démocratique rapide et crédible. Enfin, tous les prisonniers politiques doivent être libérés, y compris Mohamed Bazoum, car sans liberté fondamentale, sans respect de l'état de droit, il ne peut y avoir de stabilité durable pour le peuple nigérien. Le temps presse, le monde ne peut rester silencieux. Merci beaucoup. Nathalie Loiseau. Merci, Monsieur le Président. Depuis bientôt 3 ans, des militaires ont pris le pouvoir au Niger à la faveur d'un coup d'État. Depuis, le président Bazoum est détenu. Les militaires français qui aidaient le Niger à combattre le terrorisme ont été priés de partir. Quel est le bilan de ces 3 années? Il est hélas catastrophique. Le Niger n'est plus une démocratie, les milices djihadistes progressent, la population souffre considérablement. Mais à Niamey, la junte a une explication et un bouc émissaire, la France. La France qui n'est plus là, mais que les putschistes accusent de tous les maux en recourant massivement à la désinformation. À les croire, la France enlèverait des enfants, préparerait un coup d'État et armerait les djihadistes, rien de moins. La junte appelle même le peuple nigérien à se préparer à une guerre contre la France. Ces mensonges sont pathétiques. Il faudrait rappeler aux putschistes de Niamey que ce sont eux qui ont pris le pouvoir, qui ont renoncé à l'aide de la France et fait appel à la Russie. Ils portent l'entière responsabilité de leurs échecs, et ces échecs sont nombreux. Frères et sœurs, je vous salue. L'hiver noir est en train de venir à grands pas. Sous le prétexte de la démocratie, Maduro a été capturé et se trouve aujourd'hui emprisonné aux États-Unis. Sous le prétexte de la démocratie, Saddam Hussein a été pendu. Sous des prétextes fallacieux de détention d'armes de destruction massive. Sous le prétexte de la démocratie, il y a eu l'intervention en Libye. Nous sommes en Libye, nous sommes au Sahel. Cette intervention, on a vu que Kadhafi a laissé sa vie. Dernièrement, son fils a laissé sa vie. Sous le prétexte de la démocratie, les terroristes sont venus se servir dans cette poudrière à ciel ouvert, la Libye. Le Burkina Faso en insécurité, le Mali en insécurité et le Niger en insécurité. Frères et sœurs, il faut soutenir les pays de l'AES. Parce qu'aujourd'hui, le droit international n'est pas respecté. Et vous voyez à travers l'intervention qui a cours aujourd'hui, comment dirais-je, en Iran. Le droit international aussi a des limites, selon certains. Parce que, un exemple, en Irak, les soldats américains ne sont pas poursuivables. La CPI n'a pas compétence de les poursuivre. Mais quand vous allez devant la CPI, les pays africains, ils défilent. La démocratie. Une démocratie, par exemple, où en Côte d'Ivoire, on laisse faire un 3e et un 4e mandat. Une démocratie, par exemple, où des présidents sont élus. Un exemple, au Congo, Brazzaville et Kinshasa,
Martin Fayoulou, mais il ne prête pas serment. Une démocratie au Cameroun, où John Fundi, Maurice Kamto, sans oublier Issa Tiroma Bakari, ont battu à plate couture Paul Biya, mais n'ont jamais pu prêter serment. Nous sommes en soi-disant démocratie, alors que ces régimes-là sont soutenus par des puissances étrangères. Nous devons prendre au sérieux les menaces qui aujourd'hui planent sur les pays de l'AES. À travers ce qui se joue au niveau international, ne pensons pas que ça se passe au Venezuela, ça se passe en Irak, ça se passe, comment dirais-je, en Iran, et que l'AES est épargné. En Afrique de l'Ouest, en Côte d'Ivoire, Gbagbo Laurent avait prêté serment. N'oubliez pas, il a été extrait de son palais. Et la suite, vous la connaissez. Ils connaissent déjà les capacités militaires de l'AES. Ils le savent déjà. Mohamed Bazoum, son mandat finit le 2 avril 2026. Le problème avec Bazoum, il faut savoir que Bazoum n'est pas le Niger. Le Niger a connu des présidents. Bazoum est en vie. Mais il faut savoir ça, c'est une chance d'abord. Parce qu'il y a des présidents nigériens qui ont perdu la vie. Je prends le cas de Ibrahima Bane Maïna Sara, qui a été mitraillé à l'aéroport quand il voulait effectuer un voyage par la garde républicaine commandée à l'époque par le commandant Wanké. Frères et sœurs, l'AES est en danger. L'hiver noir est en train de venir. Et à travers ce discours que vous avez entendu, c'est une résolution d'urgence que l'Union européenne a adoptée, le Parlement européen a adopté. Il faut faire bloc pour dire une chose. Les problèmes africains doivent se régler en Afrique. On ne veut plus de paternalisme. D'ailleurs, le narratif faisant allusion à une pauvreté du Niger, le Niger n'est pas pauvre. Le Niger a été appauvri. L'Afrique n'est pas pauvre. L'Afrique a été appauvrie. Dans cette même veine de dénonciation, le ministère de l'Affaires étrangères du Niger a reçu, vous regardez les images qui sont en train de passer devant vous, les images qui sont là. Le ministère de l'Affaires étrangères du Niger a bel et bien reçu la chargée d'affaires. Je vais vous lire rapidement, comment dirais-je, ce qui s'est passé. Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Nigériens de l'extérieur, à l'extérieur, Bakari Yahou Sangare, a convoqué à son cabinet ce jour, 12 mars 2026, la chargée d'affaires par intérim de la délégation de l'Union européenne au Niger, Nicoletta Aveila. L'objet de cette convocation est de notifier à la diplomate européenne l'indignation du gouvernement nigérien suite à la résolution du Parlement européen sur la situation de l'ex-président Mohamed Bazoum. Pour terminer, n'oubliez pas qu'Alassane Ouattara avait dit qu'ils allaient intervenir au Niger pour réinstaller Bazoum. Cette menace-là, ne la prenez pas à la légère. On écoute M. Ouattara. Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire fournira un bataillon et a pris toutes les dispositions financières pour l'opération. Si elle doit durer 3 mois, les provisions seront faites au niveau budgétaire. Qui connaît le rôle nocif, le rôle nuisible que M. Ouattara fait, doit se méfier, car l'AES n'est pas à l'abri d'une intervention. Soyons tous derrière l'AES. Le capitaine Ibrahim Traoré doit démissionner. Oui, vous écoutez ici en longueur de journée la litanie de démission que les propagandistes et apatrides vous déversent sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Oui, posez-vous la raison. Qu'est-ce qui les motive? Qu'est-ce qui les incite à toujours dire IB doit démissionner? C'est à cause de ça? Ce que vous avez vu là? Ce qui est devant vous? 96%, à peu près 97%. Le CAMES, le Conseil africain et malgache de l'enseignement supérieur. Le Burkina Faso est premier. Oui, le Burkina Faso est premier. Il y avait 328 candidats burkinabés. 318 ont été admis. Les chercheurs, les maîtres de conférences. Frères et sœurs, le Burkina Faso est sur le toit, n'est-ce pas, de l'Afrique. Vous l'avez bien entendu. Frères et sœurs du Burkina Faso, peuple de l'AES, peuple d'Afrique et du monde, d'Israël, écoutez ce message puissant et profond. On ne l'a plus qu'un arbre qui porte des fruits.
le capitaine Ibrahim Traoré, le Burkina Faso est sur la voie de la révolution. Et là, vous voyez qu'à tous les niveaux, le Burkina est en chantier. Qualitativement également, vous le voyez, que les Burkinabés ne jouent pas avec leur pays, pour ne pas dire, ne jouent pas avec la qualité. Ils se battent contre le terrorisme. Vous le voyez avec la contribution volontaire. Et cette contribution a permis d'équiper qui? Le VDP. Qui? L'armée, convenablement, qui est toujours en puissance. Revenons sur notre sujet, le CAMES. Je pense que les Burkinabés qui m'écoutent aujourd'hui doivent être fiers de leur pays et fiers du capitaine Ibrahim Traoré. Fiers de leurs enseignants. Parce que le Burkina Faso est le premier. 97%. Je vais vous lire. 328 candidats. 318 inscrits candidats burkinabés. Soit un taux de pourcentage de 96,95%. Le Burkina Faso classé premier dans le classement général. Le Burkina Faso s'est classé premier au terme de la 47e session du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur, en abrégé le CAMES, tenu à N'Djamena au Tchad, avec un taux de succès de 96,95% pour ses candidats, a annoncé le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, et de l'innovation. Selon le ministre Adjima Biano, la performance du pays arrivé en tête du CAMES a conduit le Conseil des ministres à autoriser la création de 300 emplois dans les différents grades de l'enseignement supérieur et de la recherche. Ces postes concernent notamment emploi de directeur de recherche, maître de recherche, maître assistant, maître de conférences et professeur titulaire, au profit des universités publiques, des grandes écoles, ainsi que du Centre national de la recherche scientifique et technologique. Frères et sœurs, qu'est-ce qu'on peut dire? Ibeda de missionner encore? Je ne crois pas, je ne pense pas. Le Burkina Faso, vous avez vu, le capitaine Ibrahim Traoré a dit, les compétences, le Burkinabé doit se mettre au travail, parce que le pays est en chantier, la révolution est en cours. Au niveau de l'agriculture, le Burkina Faso est en train d'exceller. Au niveau de l'élevage, le Burkina Faso est en train d'exceller. Au niveau de l'or, le Burkina Faso est en train d'exceller. Au niveau de la lutte contre le terrorisme, le Burkina Faso est en train d'exceller. Au niveau du développement, le Burkina Faso est en train d'exceller. Au niveau des infrastructures, le Burkina Faso est en train d'exceller. La route Bobo-Ouaga, le Burkina Faso est en train d'exceller. Qu'est-ce qu'on doit dire encore? Ibeda de missionner, le Burkina Faso est premier dans le concours du CAMES. Sur 328 candidats que le Burkina Faso a présentés, 318 candidats ont été admis. Il faut applaudir ça. Vive le capitaine Ibrahim Traoré. La situation est chaotique. La situation est préoccupante. La situation est cataclysmique. Au sein de la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, je vous le dis et je ne cesse de le réitérer. Pendant que le laboratoire de désinformation, d'intoxication, de propagande a braqué son regard sur les pays de l'AES afin de déverser sa bile de manipulation et de propagande, ce qui se passe au sein de la CEDEAO est grave, est chaotique. Les terroristes viennent encore de frapper. Ils viennent encore de porter le coup dur, fatal, au sein de la CEDEAO. Ils viennent de semer la mort au Nigeria, le plus grand pays. Le Nigeria aujourd'hui est vraiment en lambeau au niveau du terrorisme. Malgré le soutien des États-Unis. Aujourd'hui, Donald Trump est monté même au créneau parce que ça ne va pas du tout. Les Américains soutiennent, certes, le Nigeria, mais où est la force en attente pour aller soutenir le Nigeria? La force en attente de la CEDEAO. Parce que les hôpitaux ont été frappés, attentat suicide. Pendant ce temps, le président nigérien Tinubu, où son pays est en lambeaux,
où son pays est en insécurité, il se pavane en Europe. C'est là que Trump est sorti pour le recadrer. Mais tout d'abord, je vous lis ce qui s'est passé. Les images sont insoutenables. Des bébés, des femmes enceintes ont été déchiquetées par les bombes des terroristes. On va vous lire la situation et ce que Trump a dit. Donald Trump a vivement réagi mardi 17 mars 2026 aux attentats suicides coordonnés qui ont frappé Maïdougouri, dans le nord-est du Nigeria. Ces attentats ont visé un hôpital, un grand marché et le bureau de poste, faisant de nombreuses victimes. Trump dit ceci: la situation au Nigeria est une catastrophe totale. Attentats suicides massifs et coordonnés ce soir à Maïdougouri. Un hôpital, un grand marché, le bureau de poste, tout est un succès. De nombreuses personnes innocentes ont été tuées, a-t-il écrit. Le président américain a fustigé l'absence de son homologue nigérian Bola Tinubu en visite d'État au Royaume-Uni pendant la crise. Alors que son pays est en état d'urgence nationale, le président Tinubu est actuellement au Royaume-Uni pour une visite d'État. Incroyable, c'est serrer la main et avoir des dîners chics pendant que son peuple est exposé. Trump a appelé le premier ministre britannique Keir Starmer à renvoyer Tinubu chez lui immédiatement et à exiger la fermeture des frontières et une traque des terroristes. Un vrai leader sur le terrain avec l'armée et le peuple, pas de le ruban à Londres. Voici ce que nous dénonçons. Voilà pourquoi nous soutenons les pays de l'AES. Trump dit ceci: un vrai leader est sur le terrain avec l'armée et le peuple, pas des rubans à Londres. Est-ce que vous avez vu Tiani, Assimi ou Ibe à Londres ou dans les pays européens en train de faire des ting-ting? Non, non, non. Ils sont sur le terrain avec le peuple. Ce n'est pas terminé. Trump demande au premier ministre anglais de chasser le président Tinubu pour qu'il aille s'occuper de l'insécurité qui gangrène le Nigeria. Et Trump va plus loin. Il dit, la situation au Nigeria est une catastrophe totale. Comme moi je le disais, certains âmes damnées disaient non, celui de Paris est alarmiste. Voilà qui est là. Donald Trump lui-même, qui a envoyé des soldats américains pour aller soutenir le Nigeria, est à bout de souffle. Il ne peut pas comprendre. Pendant que le Nigeria est aujourd'hui en lambeaux, est à feu et à sang, les hôpitaux sont attaqués, écoles attaquées, plusieurs cibles. Mais où est la CEDEAO? La CEDEAO est aux abonnés absents. Mais quand c'est pour faire la leçon, pour faire la morale au pays de l'AES, vous les voyez sur les grands chevaux. Frères et sœurs, il faut sauver la CEDEAO. Je pense qu'à ce rythme-là, il y aura un coup d'État au Nigeria. Parce que de toute façon, les Américains ont commencé là. Nous partons inéluctablement vers un renversement de régime. Parce que Tinubu est incapable. Il est incapable de juguler l'insécurité, le terrorisme qui prévaut. D'ailleurs, la situation va de mal en pire. Merci beaucoup. La réponse est claire, nette et sans ambiguïté. L'Union européenne a voté une résolution en son Parlement demandant la libération de l'ex-président Mohamed Bazoum. Le communiqué était attendu et le communiqué est là. Les pays de l'AES condamnent avec la plus grande fermeté l'ingérence flagrante de l'Union européenne dans ses affaires intérieures. On va ici lire le communiqué, c'est important. Communiqué de la Confédération des États du Sahel relatif à l'adoption d'une résolution de l'Union européenne sur la situation de l'ancien président du Niger. La Confédération des États de l'Alliance des États du Sahel, en abrégé AES, exprime sa vive indignation suite à l'adoption par le Parlement européen le 12 mars 2026 d'une résolution intitulée « Résolution du Parlement européen sur la détention arbitraire du président Mohamed Bazoum par la junte au Niger ». Fermez les guillemets. La Confédération des États du Sahel condamne avec fermeté cette ingérence grave, concertée et délibérée dans les affaires intérieures d'un État souverain. Sous le couvert d'une prétendue humanité, le Parlement européen a choisi la sélectivité, tant inopportune que malveillante, en passant sous un silence assourdissant les violations réelles,
flagrante, illégitime, répétée et continue du droit international commise, y compris l'enlèvement d'un chef d'État et l'assassinat d'un leader religieux et spirituel. Il est tout aussi regrettable de noter ce même silence du Parlement européen face à la crise sécuritaire orchestrée que la Confédération AES traverse depuis plus d'une décennie, se gardant de dénoncer les attaques barbares portées contre les populations civiles innocentes. Il est pour le moins regrettable et surprenant qu'à un tel niveau institutionnel, un groupuscule d'acteurs connus, animé d'un paternalisme rétrograde, nostalgique d'un passé colonial, révolu et guidé par la préservation d'intérêts économiques et géostratégiques, inavoués, aient réussi à fédérer à leur cause perdue une majorité de députés dont la plupart sont certainement de bonne foi, tout comme les populations européennes qu'ils sont supposés représenter. À travers cette résolution, ces initiateurs dévoilent leurs intentions réelles, à savoir le rétablissement d'un système créé et entretenu pour ne servir que les intérêts de l'ancienne puissance coloniale, au détriment des aspirations légitimes des populations du Sahel. La Confédération AES n'a ni d'injonction, ni de leçons de gouvernance à recevoir, particulièrement d'acteurs qui, plutôt que de se faire les relais, voient la source de fausses informations, gagneraient à recentrer leurs efforts sur la gestion de leur propre crise sociétale. La Confédération AES tient à souligner qu'une telle résolution, totalement en déphasage avec la nouvelle dynamique politique, économique et sociale, enclenchée par les peuples de l'espace confédéral, ne saurait en aucun cas influencer sa marche. Fait à Ouagadougou le 19 mars 2026, au Burkina Faso, le président, le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, chef de l'État, président de la Confédération des États du Sahel, en abrégé AES. Le message est clair, sans embâche, sans ambiguïté. Vous voyez dans ce communiqué également, ils font allusion à la situation de l'enlèvement du président Nicolas Maduro du Venezuela. D'aucuns avaient dit que les pays de l'AES n'avaient pas fait de communiqué. On appelle ça une pierre, deux coups, le recadrage. Vive l'AES, je vous remercie. Ce dans quoi nous sommes, ce n'est pas du jeu. D'autres y ont laissé la vie. Les Thomas Isidore Noël Sankara, les Patrice Emery Lumumba, les Ernest Wandier, les Oumoumier, et j'en passe. Toutes ces illustres personnalités que j'ai citées ici ont laissé leur vie dans le combat de libération de l'Afrique. L'Afrique a été charcutée, l'Afrique a été balafrée, l'Afrique a été pillée systématiquement. Ils ont, en Allemagne, partagé l'Afrique comme un gâteau. Chacun a pris sa part. Et l'Afrique appauvrie. Et ils se sont gavés, ils se sont vachement enrichis. Nos objets d'art ont été volés. C'est eux qui décident des dirigeants africains qui doivent diriger nos destins. Est-ce que vous trouvez ça normal? L'Afrique est citée comme étant le continent le plus pauvre, alors que ce n'est pas vrai. C'est le continent le plus riche. Nous sommes dans une révolution. Cette révolution, nous le disons encore une fois de plus, c'est pour notre bien, nos enfants et petits-enfants. On passe à soi éternellement à regarder des pilleurs venir piller systématiquement l'Afrique, imposer les chefs d'État, vraiment, et nous imposer les dictats. Est-ce que vous pensez que la nouvelle génération d'aujourd'hui peut accepter ce qui a eu lieu hier? Je ne crois pas. Et je sais que vous êtes également dans une dynamique de changement radical de paradigme. Bassolma Bazier, le président de la Commission nationale de l'Alliance des États du Sahel, vous le connaissez, un homme engagé, un homme dévoué, un homme déterminé, courageux, intrépide, et dans sa rectitude toujours, dans sa vision patriotique et panafricaine, décide de prendre ici, avec vous, de vous donner la parole. On l'écoute de façon tenace, de façon courageuse. Bassolma Bazier s'adresse à l'Afrique, au Burkina Faso. On écoute le président. Merci. 1960 à nos jours, on n'est pas bien géré. L'ensemble de nos présidents qu'on a à la tête de nos pays, c'est un Français, un Américain, un Belge, un Suisse, des Blancs, qui vont s'asseoir chez eux pour décider que le Burkina Faso, parce qu'eux, ils exploitent l'or ici, ils veulent exploiter le pétrole qu'on va trouver dans notre pays,
Ils veulent exploiter le diamant qu'on va trouver dans notre pays sans rien même nous laisser. Il faut qu'ils aient à la tête comme président quelqu'un qui danse comme un singe quand on claque le doigt. Pas quelqu'un qui s'occupe de vous, hein, mais quelqu'un qui répond à ce qu'eux ils ont dit de faire. Si vous voulez mourir de faim, si vous voulez mourir de maladie, de toute façon, celui qu'eux ils ont choisi, même quand il est enrhumé là, il prend l'avion, il va chez eux, on le bombarde de médicaments et puis il revient. Vous ayez d'argent, vous n'avez pas d'argent, si vous allez mourir, il faut mourir. Et ils choisissent qui doit diriger la police, qui doit diriger l'armée. Pour que si à un moment donné, vous commencez à vous plaindre que vous avez soif, vous avez faim, vous êtes malade et vous voulez manifester, on vous tue comme des animaux. Pour preuve, un pays à côté, on a dit qu'il faut élire un président par mésentente des populations. La France est venue là, combien de gens sont morts? 3000 personnes, ça c'est le minimum. On l'a installé. Vous croyez qu'on va venir tuer 3000 personnes, 3000 de vos frères et sœurs pour installer quelqu'un, vous croyez que c'est pour vous? Ce n'est pas pour vous. Mais justement, les trois chefs d'État ont dit qu'en politique, on ne doit plus laisser la population constituer ce qu'on appelle des bêtes sauvages. Quand on vient dans la misère, leur donner 2000, 3000, remplir des réservoirs de motos d'essence, on fait des gangbans, on distribue de l'argent pour qu'ils aillent déposer un bulletin dans l'urne pour se faire élire. C'est ça là qu'on dit dans mon pays là, c'est terminé. Il faut créer les conditions. Il faut créer les conditions pour que la vie d'une personne, qu'il soit garçon ou femme, ne soit pas liée à une question de biais de tenue. Il faut créer les conditions pour que la façon dont on gère l'État, il ne faudrait pas que ma fille, qui veut prendre part à un concours, on vient, on lui dit, pour avoir un contrat, il faudrait que tu te sers sexuellement. C'est ça qui doit être terminé. Il faut qu'on ait des dirigeants conscients. Il faut qu'on ait des dirigeants qui savent ce que veut dire la honte. Il faut qu'on ait des dirigeants qui sont patriotes. Il faut qu'on ait des dirigeants qui savent ce que veut dire le sens de l'honneur et du sacrifice. Parce que même si ceux qui font le travail formel, même s'ils sont 10%, dès lors que c'est eux qui gouvernent, qui tiennent l'État, il doit avoir un comportement exemplaire, un comportement de transparence. Vous ne pouvez pas dire à quelqu'un du secteur informel qui a amené son dossier, qui vient pour avoir des papiers, vous lui dites, il faut qu'il fasse partie de ton parti politique s'il va avoir des papiers. Ton parti politique là, c'est lui le pays. Quelqu'un qui veut un papier, il veut un financement, au lieu de le financer au nom de l'État, on dit qu'il faut qu'il fasse partie de son parti politique. Ça, c'est le tel type de dirigeant. On va donner de l'argent, on dit de bien faire les routes pour que dans l'économie vous puissiez correctement circuler. Pas seulement ça sent en tant que directeur, il prend 10%. Celui qui est en bas prend 5%. Celui qui est en bas va prendre 2%. De pourcentage en pourcentage, ce qui reste pour cet entrepreneur, ça allait prendre du ciment, ramasser beaucoup de sable, consolider, poser. Première pluie, le bâtiment est parti. C'est un tel pays on veut. Après le niveau politique, on a dit le niveau sécuritaire. Si la population a cotisé, si l'ensemble des acteurs ont cotisé, et continuent à permettre à l'État d'avoir les moyens, nous sommes dans une période de guerre. Tous ces enfants doivent avoir des moyens pour faire face à la guerre. Parce qu'on ne peut pas continuer à enterrer comme ça. Il faut qu'on gagne en puissance. Et gagner en puissance, le chef de l'État n'est pas partout. Moi, il m'a nommé. Il me dit, toi, tu dois travailler à 1000 jeunes. Voilà les moyens pour qu'ils puissent faire correctement le travail. Mais je dois être un acteur qui sait ce que veut dire la honte. Un acteur qui sait ce que veut dire la honte, ça veut dire dès lors qu'on met un enfant sous ma coupe, et cet enfant doit aller défendre le pays, je dois créer toutes les conditions pour que cet enfant soit dans les conditions nécessaires. C'est parce que notre société est perdue. Sinon, dans le temps, quand tu es âgé, tu ne peux pas t'incliner sur le cercueil d'un enfant qui est mort avant toi. C'est la honte. Pourquoi c'est lui non voir? Et quand les gens connaissaient la honte, on mettait toutes les conditions nécessaires pour que les jeunes ne continuent pas de mourir. Nous qui sommes âgés, on devait prendre nos responsabilités. Si on me donne de l'argent pour qu'un enfant soit à l'aise, on m'a remis 1000 francs.
pour qu'ils puissent être à l'aise et faire face à un travail au nom du pays. Et moi, dans les 1000 francs, je retiens 600 francs. Je donne 400. Tout en sachant que ça ne peut pas faire le travail, c'est que je suis un criminel. Je ne suis pas en train de travailler pour renforcer le chef de l'État. Je suis en train de créer les conditions pour qu'il tombe. C'est ce qui a fait qu'au niveau culturel, on a dit qu'il faut revenir aux sources. Il faut qu'on revienne aux sources et faire en sorte, dès lors que j'occupe cette position et que le chef de l'État m'envoie et je dois travailler correctement, il m'a nommé sur la base de la confiance. On devait t'amener sur ceux qui gèrent les coutumes et la terre. C'est moi, personnellement, qui ai été envoyé en mission pour gérer 1000 personnes. On est en guerre. C'est le chef de l'État qui m'a envoyé. Si je trahis un seul enfant, les ancêtres de la terre, appelez-moi et posez-moi des questions. C'est ça qui doit être fait. Parce que justement, le secteur informel est regardé. Dans notre pays, ça fait 93% de la population. Si on prend 100 personnes, si les 100 personnes là, ça fait 93. 93. Vous imaginez? Et dans les 93, on a 52,2% de femmes. Et chacun crie honneur aux femmes. Ce sont nos mamans, ce sont nos filles. Mais toi, tu cries comme ça. Moi, pas seulement qui crie comme ça. Je dis, ce sont nos mamans, ce sont nos femmes, ce sont nos sœurs. Or, mon comportement au bureau, c'est un comportement pour que ma mère, ma soeur, ma fille aient honte. Comment moi j'ai été éduqué? Le comportement doit être exemplaire. Parce que quand vous prenez à l'intérieur, encore vous allez trouver que près de 35%, entre 35% et 60%, c'est des enfants qui ont moins de 35 ans. Ça veut dire que c'est la frange jeune. Voilà pourquoi quand on veut parler du secteur informel, on dit le secteur informel pour notre sécurité, le secteur informel pour la cohésion sociale, le secteur informel pour le développement économique. Si on ne met pas l'accent sur cette frange de la population, on n'aura ni sécurité, ni cohésion sociale, ni développement économique. Voilà pourquoi, justement, quand nous sommes arrivés, le chef de l'État m'a fait confiance, on est arrivé au ministère de la fonction publique, nous avons dit tous les textes qui devaient être pris depuis 2015 pour opérationnaliser la Caisse nationale d'assurance maladie universelle. On a déjà envoyé ça dans les conseils de ministres. Mais ça a été ramené parce qu'on a dit non. Pourquoi? Parce qu'il y a les moyens, ceux qui sont assis dans l'économie formelle. Moi, je ne cache pas mes mots. Ils sont assis dans l'économie formelle. Les gens sont toujours dans l'esprit. Je veux être un Richard. Rencontre des chefs d'état-major de la France, du Bénin et de la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'ils se sont dit? Qu'est-ce qu'ils préparent? On écoute et je vous reviens. Merci beaucoup. La rencontre de 3 chefs d'état-major des armées, l'ivoirien, le français et le béninois. La France, la Côte d'Ivoire et le Bénin bâtissent un partenariat stratégique pour la sécurité régionale. Les chefs d'état-major de la Task Force 3+, sont à Cotonou pour discuter d'actions concrètes dans le cadre de la sécurisation de la sous-région. Qui dit sécurité dans la sous-région ouest-africaine parle du terrorisme auquel font face ces pays. Rencontre qui nous a permis de mettre en place des lignes d'opération, des registres que nous allons faire évoluer afin de mieux faire face au terrorisme. C'est ainsi que nous avons amélioré la formation de nos personnels, de nos forces spéciales, la formation de nos entités d'appui. Et aujourd'hui, en essayant de faire le point, nous avons constaté que c'était une très bonne initiative. Nous avons donc l'intention de continuer sur cette lancée afin de permettre à nos pays de continuer cette opération de salubrité publique afin de dégager les terroristes de notre territoire. Les assises de Cotonou ont permis aux armées des 3 pays, le Bénin, la France et la Côte d'Ivoire, d'avancer sur des dossiers sensibles. Il s'agit du renseignement, il s'agit de la formation, formation de pilotes, formation en termes de renseignement, formation de nos forces spéciales, formation des personnels contre la désinformation qui aujourd'hui fait rage et qui donne l'impression que quelque chose de mauvais se passe entre nous alors que nous ne pensons qu'à nos pays. À la rumeur qui voudrait que les pays réunis à Cotonou soient dans un complot contre d'autres États africains, au nom des chefs d'état-major, celui du Bénin répond. Nous pensons à nos pays, exclusivement à nos pays, nous ne pensons à personne d'autre. À grands pas, des pays africains qui sont confrontés aux réalités du terrorisme nourrissent et font grandir des solutions régionales pour vaincre le terrorisme sur leur territoire. Renseignement,
formation. Nous pensons uniquement à nos pays. Et ils bottent en touche cette thèse de complot. Il faut rappeler au chef d'état-major du Bénin que quand il s'agit d'Alassane Ouattara et Patrice Talon, il n'y a pas de confiance. Oui, quand il s'agit d'Alassane Draman Ouattara et Patrice Talon, il n'y a pas de confiance. Souvenez-vous, le bataillon qui devait aller réinstaller l'ex-président Bazoum. Souvenez-vous également les velléités de Patrice Talon d'aller réinstaller Bazoum. Et également, il faut être très clair. Il faut être très clair. Les pays de l'AES n'ont pas du tout confiance à deux pays de la CEDEAO, la Côte d'Ivoire et le Bénin. Pas les deux pays, mais aux deux dirigeants. Parce que les dirigeants de l'AES ont su faire la part des choses entre les peuples et les dirigeants. Donc il ne faut pas confondre les dirigeants de la Côte d'Ivoire, les dirigeants de la Côte d'Ivoire et les dirigeants du Bénin, qui sont des personnes sans confiance. Merci.